Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce soir pour notre dernier entretien européen du Grand Est, organisé par les sections du mouvement européen dans le Grand Est. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour ce dernier débat sur la question des enjeux européens et transfrontaliers dans le Grand Est. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, le mouvement européen est une association transpartisane qui s'engage en faveur de la construction européenne, et ce depuis près de 70 ans. Elle fédère de nombreux militants, aussi des associations sur tout le territoire en France et en Europe, des associations qui s'engagent pour la pédagogie, le débat sur la citoyenneté européenne et ce qui en fait l'un des premiers acteurs de la société civile européenne en France. Vous rappelez aussi l'idée de ces débats, de ces entretiens européens du Grand Est, c'est simplement de faire le point avec les candidats à la présidence de la région Grand Est sur les enjeux européens et transfrontaliers du Grand Est. C'est une région qui est particulièrement concernée par ces sujets, région transfrontalière bien sûr, une région au cœur de l'Europe, et on va pouvoir en parler. Alors, on en a déjà parlé les dernières semaines avec des précédents candidats que nous avons reçus, qui sont Eliane Romani, Aurélie Filippetti et Jean Rotner, que nous avons accueillis les semaines précédentes. Et ce soir, on accueille Brigitte Klinkert. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être des vôtres ce soir et je vous remercie pour l'invitation à cet échange. Merci. Alors, je vous présente Brigitte Klinkert. Vous avez fait des études en droit et dans le domaine de l'administration publique. Vous siégez depuis de nombreuses années au sein du conseil municipal de Colmar. Vous avez été la première femme élue au sein du conseil général du Haut-Rhin, conseil départemental, dans les années 90. Et puis, vous avez pris la tête de ce département, la présidence de ce département en 2017. Ce qui vous a permis de travailler activement aussi à la création de la collectivité européenne d'Alsace, qui a vu le jour au début de cette année. Depuis juillet 2020, vous avez aussi accepté de rejoindre l'équipe gouvernementale de Jean Castex, et vous êtes ministre à l'insertion, un thème qui vous tient particulièrement à cœur et qui traduit aussi votre engagement à la tête du conseil départemental du Haut-Rhin. Aujourd'hui, vous êtes tête de liste. Vous menez la liste La force de nos territoires dans le Grand Est, une liste qui réunit des personnalités et des mouvements issus de la droite et du centre, issus de la majorité présidentielle et aussi au-delà. Alors, pour commencer cet entretien, j'ai envie de vous poser une question sur cette région Grand Est, finalement, qui dispose de frontières avec 4 États européens, avec de nombreuses régions de nos voisins. Comment vous avez envie de travailler avec ces régions européennes voisines? Sur quel sujet avez-vous envie d'avancer avec elles? Voilà, merci encore pour votre invitation à cet échange. Je suis vraiment honorée d'être parmi vous et j'ai été, il fut un temps, membre d'ailleurs du mouvement européen, parce que je suis une européenne convaincue depuis toujours et je partage complètement les convictions qui sont celles du mouvement européen. D'ailleurs, je vais peut-être, si vous le permettez, vous donner quelques étapes de mon histoire personnelle pour mieux comprendre la source de mon engagement politique et pro-européen. C'est un engagement qui est né toute jeune, j'allais presque dire au berceau, parce qu'en fait, c'est mon grand-père, Joseph Rey, qui était résistant, qui fut prisonnier de guerre en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, qui m'a beaucoup inspirée. Et justement, mon grand-père est devenu maire de Colmar tout de suite après la guerre, en 1947, 2 ans après la fin de la guerre. Et très rapidement, alors qu'il avait souffert dans les geôles des nazis,
très, très, très vite, il a tendu la main à nos voisins, à une époque d'ailleurs où beaucoup d'Alsaciens et beaucoup de Français ne le comprenaient pas. Par exemple, il a en 1956 organisé une première rencontre transfrontalière entre des maires du Pays de Bade et d'Alsace. Et donc en 1956, le drapeau allemand flottait en plein cœur de Colmar, au-dessus de ce beau bâtiment qu'on appelle le Coiffus à Colmar. Et il avait fait ça contre l'avis de son conseil municipal, voilà, pour dire qu'il fallait à l'époque être pionnier, qu'il fallait être courageux. D'où aussi ces convictions qui sont les miennes aussi, et sur l'importance profonde pour moi de l'Europe, et en particulier de l'amitié franco-allemande, puisque c'est l'amitié franco-allemande qui pour moi est vraiment le pilier de l'Europe. Alors c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me guide au quotidien dans mon engagement politique, que ce soit au niveau je veux dire, local, régional, mais également en tant que ministre. Et c'est ce que je souhaite poursuivre en tant que présidente de région. Je voudrais faire un premier constat. Ce constat, c'est qu'aujourd'hui, la politique ne doit plus, je dirais même ne peut plus s'arrêter aux frontières nationales, car la vie de nos concitoyens, tout simplement, ne connaît pas de barrières. Un chiffre, vous le savez, il y a pas loin de 200 000 travailleurs transfrontaliers dans la région Grand Est, soit près de la moitié des travailleurs frontaliers français. C'est donc juste énorme. Et puis ce sont aussi, et vous le savez également, des écoliers, des étudiants, des couples, des familles binationales, mais aussi des entreprises qui travaillent de part et d'autre de la frontière chaque jour. Le quotidien de milliers d'habitants de notre région consiste à vivre et à se déplacer sans se préoccuper des limites nationales. Et c'est vrai que lorsque les frontières ont été fermées au printemps de l'année dernière, déjà pour moi, ça a été juste une catastrophe. J'ai pleuré lorsque les frontières se sont fermées. Mais on a vu aussi combien nous partageons un espace de vie commun et nous venons vraiment être pleinement conscients de cette réalité pour élaborer les politiques publiques. Alors pour cette raison, clairement, la coopération transfrontalière et l'Europe seront au cœur de mon mandat pour la région. Vous savez, vous avez certainement lu mon programme. Mon engagement, c'est avant tout une politique des territoires, une politique de proximité qui doit être élaborée dans la concertation, dans le dialogue et dans le respect. Et d'ailleurs, je souhaite que le transfrontalier ne soit pas un sujet traité à part, mais que le transfrontalier soit véritablement un sujet, une préoccupation constante qui sera présente dans toutes les politiques publiques de la région, qu'il s'agisse de l'économie, de la culture, du tourisme, voilà, enfin, toutes les politiques. Et d'ailleurs aussi, j'ai coutume de dire, parce que je le pense vraiment, la coopération transfrontalière repose sur 2 piliers. Le premier de ces piliers, c'est la volonté politique, et le deuxième, qui est tout aussi important, ce sont les liens personnels que l'on crée avec des personnes, en l'occurrence avec nos homologues élus qui sont nos voisins. Alors, je veux que nous nous rapprochions encore plus de nos voisins. Je souhaite écrire avec eux les pages de notre avenir commun et faire vivre l'Europe du quotidien et l'Europe des territoires. C'est d'ailleurs à cela que je m'attache beaucoup, que je me suis beaucoup attachée quand j'étais présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, et en tant que conseillère d'Alsace aujourd'hui, c'est toujours encore mon objectif. Pour cela, plusieurs axes de travail que je ne vais pas, sauf si vous souhaitez tout à l'heure, que je ne vais pas vous présenter plus avant, mais si vous voulez, les têtes de chapitre sont quand même d'abord améliorer toujours et encore les mobilités transfrontalières, ferroviaires, routières, les mobilités douces, et ce pour tous, pour les travailleurs qui prennent leur poste tôt le matin, mais aussi pour ceux qui travaillent tard le soir. Deuxième priorité, développer le bilinguisme.
qui est une richesse pour notre culture, notre quotidien, une richesse pour notre avenir. Troisième priorité, former. Former en prenant en compte la réalité du transfrontalier et accompagner les travailleurs frontaliers face à des procédures administratives souvent très complexes. Et puis, il faut aussi que nous ayons une répartition, je dirais, optimisée, équitable et transparente des fonds européens sur tous les territoires et utiliser tous les crédits qui sont alloués, et ce en faveur de la transition économique et environnementale des territoires, territoires frontaliers ou non. Et puis, il faut aussi avoir une stratégie claire et partagée pour la défense de Strasbourg, capitale de l'Europe. Strasbourg reste le pilier de l'Union européenne face à ce qui ressemble parfois, j'ose dire, une bulle européenne bruxelloise qui semble trop loin des territoires, trop loin également des vraies attentes des citoyens. Je suis pour l'Europe des territoires, pour une Europe qui soit polycentrique. Et plus globalement, j'ai envie de dire qu'il faut accompagner les projets, tous les projets qui ont du sens pour nos citoyens. Je pense notamment, et surtout dans la période que nous connaissons, à la coopération dans le domaine de la santé, qui est primordiale et sur laquelle je travaille, j'ai envie de dire, en tant qu'élu local, tous les jours ou à peu près. Je ferai là une proposition, c'est que pour chaque territoire, l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, nous devons élaborer une feuille de route de projets concrets en matière de coopération transfrontalière et européenne. Que ce soit des projets de petite taille, que ce soit des projets plus importants d'infrastructures. Ma préoccupation, c'est vraiment d'améliorer le quotidien des citoyens sur nos territoires, de rendre aussi nos territoires plus attractifs, de créer des emplois et de nous positionner au premier rang de la transition industrielle, sociale, environnementale, et ce, pour le bien de nos concitoyens. À cet égard, je pense vraiment que notre position au cœur de l'Europe est une force, et cette force, eh bien, nous devons l'utiliser, la développer et la déployer. Voilà ce que je... Oui. Alors, peut-être on a entendu la fin de votre propos. Désolé, ça a un peu coupé, mais on a entendu jusqu'à la fin de votre propos. J'enchaîne avec la deuxième question, si vous m'entendez bien. En effet, on a parlé de l'importance de cette région transfrontalière, notamment aussi des travailleurs frontaliers. Alors, c'est sûr, ces citoyens qui vivent près d'une frontière, ils éprouvent l'Europe au quotidien en passant ces frontières. Ma question, elle porte peut-être sur les autres citoyens du Grand Est, peut-être justement ces citoyens qui sont issus de départements qui ne sont pas forcément frontaliers ou qui n'ont pas forcément la chance de vivre ces frontières et donc finalement d'éprouver l'Europe au quotidien. Comment on peut faire pour diffuser une culture européenne, un sentiment de citoyenneté européenne chez ces citoyens du Grand Est qui sont, eux, pas forcément mobiles, qui n'éprouvent pas forcément l'Europe grâce à ces frontières, et notamment certains jeunes aussi qui ne se sentent pas forcément concernés par ces questions et qui ne se sentent pas forcément citoyens européens. Alors, j'ai pas entendu toute la question parce qu'il y a eu un blanc, Ah mince, oui, mais voilà, j'ai cru comprendre comment, j'ai envie de dire, développer le sentiment de l'appartenance européenne, c'est ça, exactement. notamment auprès de jeunes qui ne sont pas forcément frontaliers. C'est ça la question? Exactement. Exactement. Ouais. Alors, j'ai envie de dire que déjà la Covid a montré, par la force des choses, que les citoyens se considèrent désormais comme faisant partie de l'Europe, d'un ensemble qui dépasse les frontières nationales. D'ailleurs, regardez à quel point la fermeture des frontières au printemps dernier et la mise en place des restrictions de ces derniers mois ont malheureusement, parce que voilà,
j'ai été, je vous l'ai dit, j'ai pleuré lorsque les frontières se sont fermées. Eh bien, ces restrictions aux frontières ont provoqué un certain émoi dans la population. Et je pense qu'on soit vraiment frontalier, comme je le suis en habitant Colmar, ou qu'on soit plus éloigné, et bien voilà, ben, je rencontrais encore ce matin des personnes qui me disaient « Ah ben, ouf, on va de nouveau pouvoir aller en vacances en Autriche. » Enfin voilà, chose qui l'année dernière était quand même compliquée à concevoir. Au-delà de ça, j'ai conscience que l'adhésion au projet politique européen n'est en effet pas acquise pour tous nos concitoyens et que faire vivre ce sentiment d'appartenance à l'Europe n'est pas facile, n'est pas aisé, mais c'est bien la solution pour mobiliser nos concitoyens. Bien souvent, et on l'entend souvent dire, l'Union européenne est considérée comme un bouc émissaire, alors qu'il faut montrer ce que l'Europe a permis de réaliser. Et ma conviction, c'est que les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est par des initiatives multiples, des projets concrets, proches des citoyens, que nous pourrons faire se propager le sentiment d'appartenance et puis lutter contre ce que j'appellerais l'euroscepticisme. J'ai peut-être quelques axes de travail rapidement à vous donner. Le premier, c'est dans le domaine de l'éducation. Parce que je pense que c'est, en effet, lorsqu'on est jeune, qu'on peut le plus aisément partager un certain nombre de valeurs. Et là, je souhaite multiplier les actions à destination de la jeunesse. Je souhaite nouer un partenariat avec l'éducation nationale pour que des associations citoyennes pro-européennes puissent intervenir dans les lycées. Il faut soutenir et inciter l'éducation et la formation à l'histoire de l'Europe. Alors, voilà, qui est-ce qui, dans notre pays, connaît l'histoire de l'Europe? Il faut également inciter à la citoyenneté européenne. J'ai envie de dire d'ailleurs à la citoyenneté tout court, hein, parce que lorsqu'on voit malheureusement dans cette période préélectorale le manque de connaissance de nos concitoyens, tout simplement des institutions, du rôle d'un conseil départemental, du rôle d'un conseil régional, eh bien il en est de même pour l'Europe. Je pense aussi qu'il faut qu'on provoque des rencontres grâce à la mobilité transfrontalière, mais aussi par le tourisme transfrontalier qui peut montrer notre histoire commune. La culture est aussi pour moi un formidable moyen de rassembler, et la culture, évidemment, notamment la musique, eh bien, ne connaît pas de frontières et il n'y a pas de problème de langue dans le domaine de la musique. Donc pour moi, il faut, et c'est, vous voyez, c'est ce pourquoi je m'étais battue dans la construction de la collectivité européenne d'Alsace, avec la volonté d'avoir des compétences dans le domaine du transfrontalier, des compétences dans le domaine du bilinguisme, c'est de permettre des rencontres sportives, des rencontres culturelles, des rencontres associatives transfrontalières, parce que si on veut développer le bilinguisme, par exemple, eh bien, il faut avoir une motivation. Voilà. Si je suis jeune, je ne vais pas juste apprendre l'allemand, parce que mes parents m'auront dit de le faire, quoi. Ou alors je vais traîner les pieds. Il faut avoir une motivation, et la motivation, eh bien, c'est d'avoir des copains et des copines en Allemagne, et là on a envie d'apprendre l'allemand. Je souhaite aussi plus globalement créer des passerelles entre les pays par les projets. Je pense qu'il faut qu'on relie beaucoup plus nos économies. Il faut faire circuler les personnes, faire circuler les savoirs, et puis abaisser les barrières culturelles qui sont encore là, les barrières psychologiques qui sont encore là, et puis les barrières administratives. J'ai envie de dire tout simplement créer du lien entre les peuples. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais voilà, je vais répondre à vos questions et peut-être qu'au fur et à mesure des questions, je Oui. pourrais vous donner tous ces exemples. En effet. Parce qu'il y a déjà plusieurs questions. Je le rappelle donc aux auditeurs qui nous suivent sur Facebook. Vous pouvez poser vos questions
en commentaire de la vidéo et on les prendra tout à l'heure après cette peut-être dernière question introductive. C'est la question des atouts de la région Grand Est pour rayonner en Europe. Parce que finalement, cette région Grand Est, bon, on l'a dit, c'est une région assez vaste. Son identité, enfin l'identité du Grand Est est difficile à cerner, tant pour les citoyens du Grand Est, mais aussi finalement pour nos concitoyens européens dans d'autres pays d'Europe. Donc comment finalement, enfin c'est quoi les atouts de ce territoire quand même du Grand Est et comment on peut rendre plus concret le Grand Est, notamment aussi dans d'autres pays européens ou à l'étranger. Alors, vous connaissez un petit peu mon programme et mon souhait de rapprocher cette région qui est très grande et de l'incarner aussi dans les différents territoires et notamment dans les différents territoires des anciennes régions de l'Alsace, de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne. Parce que pour sillonner, je ne veux pas dire tous les jours, mais plusieurs fois par semaine cette région, c'est vrai que je passe des heures et des heures sur les routes, alors que je me dis je pourrais faire autre chose pendant ce temps-là. Donc déjà, il faut qu'il y ait demain beaucoup plus de proximité. Et pareil, nous avons la chance, pour moi c'est vraiment une chance, d'avoir 4 pays voisins, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. Mais si je vous disais tout à l'heure que la coopération transfrontalière repose sur 2 piliers, la volonté politique et les liens personnels, quand je dis liens personnels, c'est vraiment des liens personnels. C'est pas juste se voir une fois de temps en temps à l'occasion de réunions, mais c'est aussi, excusez-moi de le dire comme ça, mais aller prendre un pot, voilà, et apprendre à mieux se connaître. Et pour cela aussi, eh bien, moi, je souhaite démultiplier les énergies et qu'il puisse y avoir évidemment un vice-président en charge de l'Europe, mais également qu'il puisse y avoir des conseillers régionaux qui soient plus en lien avec chacun des pays, voire pour l'Allemagne, avec chacun des Länder qui sont nos voisins. Ça me semble vraiment, vraiment fondamental. Ensuite, les autres atouts sont nombreux. Le bilinguisme, qui est à développer, hein, mais qui est un atout. Mais là aussi, un exemple, et c'est ce que je voudrais faire. La dernière fois que j'étais mais qui ne savent pas s'exprimer. Et donc, c'était mon souhait lorsque je présidais le conseil départemental du Haut-Rhin, mais c'est mon souhait aussi pour moi, c'est un atout majeur. C'est vraiment un atout majeur. Et puis, le dernier atout, mais il y en a d'autres, bien sûr, mais je voudrais juste en évoquer 3 ce soir. Et j'y reviens, c'est Strasbourg, capitale européenne. Enfin, voilà, Strasbourg est le terreau de la démocratie, de l'Europe et de la réconciliation des peuples. Et à ce titre-là, je pense que Strasbourg enfin, j'espère, est connu dans toute l'Europe. Et donc, il y a des actions à mener en France, en Europe, de lobbying à partir de Strasbourg pour nous permettre de rayonner beaucoup plus. Merci beaucoup. On va passer aux questions du public. Alors, ça a un peu sauté tout à l'heure, donc la connexion est un peu instable, mais justement, je pense que les questions du public vont nous permettre aussi de revenir peut-être sur quelque chose qui ont pu être coupées. On a une question de Salomé qui nous demande comment la région peut-elle concrètement aider les jeunes et les moins jeunes à développer leurs compétences en langue. En langue, je pense forcément, on a parlé du bilinguisme, mais peut-être aussi les autres langues européennes. Comment la région, concrètement, elle peut agir dans ce domaine? Alors, vous avez entièrement raison. On parle évidemment de bilinguisme, mais voilà, j'ai envie de dire, il ne faut pas s'arrêter au bilinguisme.
Et personnellement, j'ai toujours été une amoureuse des langues. Voilà, par exemple, si on peut poursuivre l'entretien en hongrois si vous le souhaitez, Monsieur Moritz. Voilà. Voilà, Bon, j'aurais plus de mal. juste, juste pour vous dire que, évidemment, le bilinguisme est un enjeu majeur pour notre idéal européen, pour nos territoires au cœur de l'Europe. Mais il est important de créer des liens avec les peuples et quels que soient ces peuples, qu'ils soient nos voisins directs ou qu'ils soient nos voisins, j'ai envie de dire, plus éloignés, eh bien, la langue est un élément essentiel. Et sur le ton de la boutade, je vous disais, si vous souhaitez, je continue en hongrois. Pourquoi j'ai appris le hongrois? Parce qu'il fut un temps, j'étais adjointe au maire à Colmar, et que Colmar, c'était, vous n'étiez pas encore né, et début des années 90, c'est jumelé avec une commune hongroise. On m'a désigné responsable de ce jumelage. Eh bien, je me suis vite rendu compte que, bon, déjà russe, je ne parlais pas russe, mais les Hongrois parlaient à l'époque, début des années 90, hongrois et russe. Commençais un tout petit peu à parler allemand, mais pas beaucoup. Et du coup, eh ben, je me suis mise à apprendre le hongrois parce que, je veux dire, entre une relation directe avec une personne dans sa langue et avoir un interprète à vos côtés, enfin voilà, c'est juste pas la même relation. Et d'ailleurs, je peux vous dire, d'où l'importance de l'apprentissage des langues, lorsque, en tant qu'adjointe au maire à Colmar, je recevais des groupes qui venaient de Hongrie, de notre ville jumelle, et que je m'adressais à eux en hongrois, eh bien, ces jeunes et ces moins jeunes que je recevais, eh bien, ils pleuraient. Ils pleuraient parce que voilà, la Hongrie est un petit pays et que je parlais leur langue. Donc, l'apprentissage des langues est une chance. Évidemment, l'apprentissage des langues en tant que tel est une compétence de l'éducation nationale. Et lorsque nous avons créé la collectivité européenne d'Alsace et que nous avons dit au ministre de l'Éducation nationale et au Premier ministre que nous souhaitions dans nos compétences le développement du bilinguisme, donc l'apprentissage de langue, on nous a dit une chose, on nous a dit l'enseignement des langues, c'est l'éducation nationale, clairement. Par contre, vous, collectivité européenne d'Alsace, et demain, c'est ce que je souhaite faire à la région, eh bien, vous pouvez déjà en amont de ce que fait l'éducation nationale, c'est-à-dire dans les crèches, donc avant qu'on intègre l'éducation nationale, et aux côtés de l'éducation nationale, donc en dehors des heures proprement dites d'enseignement, eh bien, vous pouvez développer l'apprentissage du bilinguisme. Eh bien, et comment? Eh bien, en recrutant des intervenants, là en l'occurrence en langue allemande, mais on peut très très bien l'imaginer dans d'autres langues, pour permettre à nos jeunes demain d'être à l'aise en allemand, mais aussi dans d'autres langues. Et puis pour ce qui est de l'allemand, j'ai envie de dire c'est un petit peu plus facile parce que justement ce sont nos voisins directs et j'évoquais tout à l'heure des échanges. Moi je crois beaucoup aux échanges pour motiver les jeunes à apprendre l'allemand s'il s'agit de l'allemand, s'il s'agit d'autres langues. Il faut aller dans le pays parce que la langue c'est quoi? C'est, je le disais, c'est avoir une relation personnelle avec des personnes, avec les locuteurs, mais c'est aussi la culture. Parce que pour comprendre son interlocuteur, même si on parle sa langue, on ne le comprend pas toujours parce qu'il y a tout le background et c'est la culture de ce pays. Je suis un petit peu longue dans mes réponses, excusez-moi, mais c'est un sujet qui me passionne. Aucun problème. Mais je continue alors avec les questions du public justement qui nous arrivent au fur et à mesure. Et je le rappelle donc à ceux qui nous écoutent, vous pouvez poser vos questions et on les relaie dans cet entretien. On a une question de Guy qui nous demande seriez-vous prête à soutenir un projet de RER rapide entre Épinal, Nancy, Metz, Sarrebruck et Luxembourg en dehors de l'actuel sillon lorrain saturé. Donc, Exactement. là, c'est la question du transport transfrontalier. Et il ajoute d'ailleurs, et quid d'une écotaxe, peut-être au niveau de la région. Je pense qu'on parle de l'écotaxe poids lourd qui est en débat dans cette campagne. Donc, peut-être sur ces mobilités transfrontalières et puis sur cette écotaxe.
Tout à fait. Et c'est même dans notre programme. Euh, Parce que la mobilité est fondamentale. Et c'est en construisant des ponts et en faisant circuler des trains, en améliorant la mobilité, eh bien qu'on fait tomber les barrières et disparaître les frontières. J'ai envie de dire, ça a toujours été mon cheval de bataille de renforcer les mobilités transfrontalières pour plus d'échanges avec les voisins et mieux interconnecter également les différents réseaux. Parce que, et notamment avec l'Allemagne, mais pas que, du fait de la guerre, il y a des ponts sur le Rhin qui n'existent plus. En tout cas, sur le projet précis, alors on dit réseau express métropolitain, je crois, hein, qui doit se mettre en place. Je souhaite accélérer la création de ce réseau express métropolitain, tout comme je souhaite accélérer la rénovation des petites lignes et renforcer le niveau des petites lignes existantes, parce que la mobilité de demain se prépare aujourd'hui. Et que moi j'ai vu, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, justement des tramways dans les villes être sortis des villes. J'ai vu des petites lignes être fermées. Je pense que aujourd'hui plus que jamais, ces petites lignes sont notre avenir. Et d'ailleurs, il y a des possibilités de financement de l'Union européenne. Il y a des fonds européens importants pour ces lignes et notamment les lignes transfrontalières. Il faut donc à tout prix prendre en compte la possibilité de ces crédits et faire les travaux qui sont nécessaires. Il faut aussi, alors je crois beaucoup au train, voilà. Vous savez, quand j'étais présidente du conseil départemental, je me suis battue et je continue à me battre pour deux projets sur l'espace territorial dont j'étais la présidente. En l'occurrence, la mise en place d'une liaison ferroviaire entre Colmar et Freiburg. Je me suis battue pour ça. Eh bien, on continue à se battre et c'est une ligne qui a été prise en compte lors du dernier Conseil des ministres franco-allemands, une ligne qui se trouve dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Et lors du dernier comité de pilotage de ce projet, eh bien, on envisageait l'inauguration de cette ligne avec le pont sur le Rhin qu'il faut, donc 200 mètres de pont quand même, en 2027. Eh bien, ce que j'ai fait là, sur cet axe Colmar-Fribourg, eh bien, on peut tout à fait l'envisager demain, et moi, je l'envisagerai dans le cadre, certes, du sillon lorrain, mais également du réseau express métropolitain qui a été évoqué. Juste pour vous dire que je suis plus que convaincue qu'il faut relier les villes entre elles, mais qu'il faut aussi relier les espaces ruraux avec les villes. Très bien, Ah, mais j'ai pas parlé, excusez-moi, vous y avait une deuxième question dans oui, la question. l'écotaxe, c'est vrai. L'écotaxe. Je vous laisse. Voilà. Pourquoi l'écotaxe Parce qu'en 2015, comme vous le savez, il y a la Maut, donc une taxe qui a été mise en place sur le réseau autoroutier allemand, et qu'il y a, vous le savez bien, une autoroute, l'autoroute Afraba côté allemand qui longe le Rhin, et puis il y a l'axe nord-sud alsacien qui est juste parallèle à cet axe. Et du coup, il y a eu un report de trafic poids lourd sur l'axe nord-sud alsacien. Et que la situation aujourd'hui est juste catastrophique. Quand je dis catastrophique, c'est en termes de sécurité, parce que nous avons un mur de poids lourds sur la voie de droite de cet axe nord-sud, mais aussi en termes environnementaux et en termes de santé. Et c'est pourquoi je me suis battue avec mon collègue Frédéric Biry lorsque nous avons créé avec le gouvernement la collectivité européenne d'Alsace pour obtenir dans nos compétences le transfert du réseau des routes nationales et du réseau des autoroutes, en demandant la possibilité pour la CEA de mettre en place ce qu'on disait, alors je ne sais plus comment en faire, en gros une taxation pour les poids lourds de grand transit, je précise.
Bon, voilà, la collectivité européenne d'Alsace a été créée au 1er janvier dernier. Et puis, donc, les ordonnances qui devaient suivre ont été prises, notamment sur la taxe poids-lourds. Alors, clairement, ce que j'ai fait en Alsace hier, si la demande, et je crois savoir qu'elle existe, notamment en Lorraine, sur le sujet, eh bien, ça sera possible. Et ça sera d'autant plus possible de le faire en Lorraine que Jacqueline Gouraud est en train de présenter au Parlement ce qu'on appelle la loi 4D, décentralisation, déconcentration, décomplexification, et puis un 4e D que j'oublie, mais peu importe, qui va permettre aux régions de mettre en place une taxe poids lourd sur les routes. Voilà. Donc, eh bien oui, ce qui a été fait en Alsace, demain, je le ferai, si la demande est là, en Lorraine ou ailleurs sur le territoire du Grand Est. Très bien, merci beaucoup. Je relais d'autres questions qui nous arrivent. Il y a une question sur les médias. Alors, avons-nous le moyen de rendre notre vie transfrontalière, donc européenne, plus présente dans les médias, y compris ce que soutient la région, enfin, le Conseil régional? Comment on fait exister cette vie transfrontalière dans les médias? Ah, vous avez mais entièrement raison, là aussi. Vous savez, quand des patrons de presse changent, ils viennent en général voir les élus locaux. Et c'est ce que j'ai dit, par exemple, je peux en parler, au patron des DNA et de l'Alsace, au nouveau rédacteur en chef. Je lui ai dit, lorsqu'il a pris ses fonctions, qu'il fallait à tout prix prendre en compte le fait transfrontalier. Et, du coup, il y a un projet qui a été mis en place alors c'est pas un quotidien, mais c'est un hebdomadaire qui est à l'échelle de l'Alsace, mais peut-être, je ne connais pas encore tout de l'ensemble de la région, je le dis comme c'est. Vous pourrez peut-être me dire qu'il existe le même produit ailleurs, mais qui donne donc une fois par semaine des informations sur ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. Parce que ce que je trouve juste incroyable, c'est que de l'autre côté du Rhin, on s'intéresse beaucoup plus à nous que nous, on s'intéresse. Par exemple, je parle de la frontière que je connais le mieux, la frontière allemande et la frontière suisse, que beaucoup plus que nous, on s'intéresse à eux. Et je trouve ça juste dommage, quoi. Que parce que, en l'occurrence, il y a le Rhin, ou que voilà, qu'on parle une autre langue, qu'on ne s'intéresse pas à nos voisins. Alors, il y a effectivement le problème de la langue qui se pose, mais effectivement, il y a des chaînes locales, des radios locales qui sont financées par les collectivités territoriales, je pense par la région aussi, par les départements. Eh bien, je pense qu'on peut demander à ces télés locales et radios locales demain que, OK, on vous finance, mais merci de vous intéresser aussi à ce qui se passe juste de l'autre côté j'aime pas dire de la frontière, mais chez nos voisins. Très bien. Il y a peut-être une autre question. Je prends la question d'Arnaud, qui est un peu plus polémique peut-être, et qui nous parle de la situation d'Alstom à Hagenbitten. Alors, il nous dit que Alstom ferme sa filiale bus. Alstom, c'est aussi une entreprise pour le coup qui est assez européenne, puisqu'on en a parlé à un moment donné comme étant un potentiel champion européen quand même dans son domaine. Donc, il ferme sa filiale bus à Hagenbitten. Pourtant, c'est un marché qui est porteur avec des contrats qui sont signés quand même par Alstom. Et puis, ça met sur le carreau un certain nombre de salariés. Alors, comment on soutient ces champions dans le Grand Est? Comment on fait aussi en sorte que l'emploi ne parte pas à l'étranger ou ne soit pas délocalisé? Comment on préserve ces emplois? Comment on soutient ces champions euh, qui ont souvent voilà, une taille européenne aussi, hein. Ouais, c'est en effet un sujet beaucoup plus complexe, hein, je dirais pas polémique, je dirais surtout pas polémique parce que j'ai envie de dire, derrière cette fermeture, il y a des salariés, hein, et je crois qu'il y a plus de 140 salariés. Euh, Moi, ce que je voudrais vous répondre, c'est que là où la région, là où les collectivités et là où l'État
peuvent intervenir dans des sujets de ce type-là, c'est par rapport à la commande publique et par rapport à l'accompagnement à l'innovation. Parce que le souci pour ces entreprises, c'est d'arriver à rester compétitives. Et si je parle de commande publique, si je parle d'accompagnement à l'innovation, je pense aussi qu'il y a des crédits européens à aller chercher pour garantir le maintien d'activité. Mais quand je dis maintien d'activité, c'est grâce aussi à cette innovation, parce que quelquefois, ben, pour maintenir une activité, eh bien, il faut arriver à innover et ne pas rester tel qu'on est à l'heure actuelle. Donc moi, je regrette évidemment aussi cette fermeture et j'ai vraiment une pensée pour les salariés et les familles qui vont devoir la quitter. Merci. On a une autre question et peut-être qu'il faut… Peut-être en complément, je pense que ce que la région doit faire aussi demain, c'est former au métier de demain, parce que vous savez que la formation professionnelle est une compétence régionale. Et dans le cadre de la formation professionnelle, moi, je souhaite demain, comme pour toutes les autres thématiques de mon programme, je souhaite être vraiment dans la proximité dans les territoires. Et ce qui permet d'anticiper aussi ce qui va se passer et ce qui permet aussi d'anticiper les formations dont on va avoir besoin demain. Très bien. C'est vrai que ça complète bien la question de ces transformations et de l'emploi aussi, enfin, des emplois qui peuvent être détruits dans la région. Voilà. Et il y a des aides aussi qui peuvent être apportées par la région, des aides à la reconversion professionnelle. Mhm. Parfait. Je relais une autre question. Alors là, qui est un peu particulière, mais peut-être que je viendrai compléter, qui est celle, quelqu'un nous propose d'imaginer un aéroport commun dans le Grand Est. Alors, je ne sais pas, il y a de nombreux aéroports, mais je pense que ça évoque notamment aussi la question de la place de certains aéroports, et je pense notamment aussi à celui de Strasbourg, capitale européenne, qui est victime aussi peut-être de la concurrence des aéroports voisins. Alors, tant d'aéroports en Allemagne, mais je pense qu'il y a la même concurrence qui peut exister en Lorraine avec l'aéroport du Luxembourg, qui n'ont pas forcément les mêmes taxes ou les mêmes enfin, voilà, conditions d'accueil. Et donc, finalement, des aéroports ici dans le Grand Est qui voilà, sont victimes de cette concurrence. Et puis, certaines métropoles aussi qui sont victimes enfin, par là, qui sont moins accessibles. Et donc, ce qui nuit à leurs activités, et bien sûr, à Strasbourg, sur la question des institutions européennes qui y sont présentes, mais ça peut être aussi des questions d'activité économique, tout simplement, et de dynamisme économique de ces métropoles. Donc, comment on fait dans cette région pour dynamiser ce type aussi de mobilité internationale? Alors déjà, j'ai envie de dire qu'il faut travailler ensemble. Et quand je dis travailler ensemble, c'est à l'échelle de la région, mais la, la grande région, c'est-à-dire la région transfrontalière. Moi, voilà, je jetterai la pierre à personne parce que lorsqu'on prend une décision à un moment donné, voilà, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Et puis, je ne voudrais surtout pas réécrire l'histoire. Mais je pense que peut-être à un moment donné, il y a quelques dizaines d'années, Strasbourg aurait dû peut-être se rapprocher justement de nos voisins et on aurait peut-être pu à l'époque envisager un grand aéroport franco-allemand. Voilà, je ne sais pas où et voilà, comme dit, je ne veux pas réécrire l'histoire, pas donner de leçons, mais voilà, je pense que ça aurait été une piste intéressante. Par contre, ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est qu'il faut clairement créer des hubs entre les différents moyens de transport. Il faut également rendre les aéroports existants, et Dieu sait qu'ils ont souffert ces derniers mois, les aéroports, les rendre plus accessibles. Pour cela, d'ailleurs, nous travaillons, quand je dis nous, ce sont les collectivités avec l'État, à une liaison ferroviaire
de l'Euro-Airport de Bâle-Mulhouse, qui d'ailleurs, je dois dire, est quand même plutôt un bel exemple, quoi, et qui était précurseur en termes internationaux, en termes transfrontaliers. Vous savez, comme moi, que les moyens de transport soient un moyen de désenclaver pour un meilleur dynamisme économique. Et du coup, ils sont importants, mais ils sont importants à condition d'être reliés par les autres moyens de transport, également à bien toutes les zones d'activité économique. Je vous donnerai un petit exemple. Comme vous le savez, je suis de Colmar, j'étais élue colmarienne. Et à un moment donné, un maire envisageait de fermer, pas l'aéroport, mais l'aérodrome de Colmar, l'aérodrome à Colmar. Et puis, ça avait suscité un tollé, notamment parmi les chefs d'entreprise. Et puis, il y en avait un, je peux le citer, un chef d'entreprise allemand, M. Libert, qui, lui, venait régulièrement visiter son entreprise de Colmar en avion et pilote lui-même son avion. En gros, il atterrit à Colmar, il a 200 mètres à faire et il est dans son entreprise. Et voilà. Et ces chefs d'entreprise, pour eux, c'est très important. Ils gagnent du temps lorsqu'ils peuvent atterrir à côté de leur entreprise. Donc, oui, je pense qu'il faut, enfin, je pense pas, il faut une réflexion globale à l'échelle de la région, mais avec nos voisins pour voir quels sont les aéroports qu'on peut dynamiser. D'ailleurs, je porte également avec les élus de la région, avec l'État, un autre projet de liaison, c'est la liaison entre l'aéroport de Strasbourg et l'aéroport de Francfort. Vous connaissez les difficultés, par exemple, pas que, mais par exemple des parlementaires européens pour rejoindre Strasbourg. Eh bien, s'il y avait une liaison directe entre Strasbourg et Francfort, je pense que ça faciliterait également les choses. Très bien, bah, parfait. Que ce soit clair, parce que je ne me suis peut-être pas bien exprimée quand prise un petit peu dans ma fougue. Ce à quoi nous travaillons, c'est une liaison entre Strasbourg et l'aéroport de Francfort, liaison ferroviaire, ce qui serait, selon nous, Français, assez facile à réaliser, puisqu'il y a des TGV qui font Paris-Strasbourg-Francfort. Il suffirait d'en dévier l'un ou l'autre pour qu'ils s'arrêtent à l'aéroport. Bon. Côté Deutsche Bahn, c'est un petit peu plus compliqué. C'est toujours les négociations voilà, qui doivent se faire. Peut-être je vous transmets la réponse d'Arnaud qui avait posé la question sur Alstom et qui vous remercie beaucoup pour votre réponse et qui vous lance une invitation et qui dit qu'ils seront très heureux de vous recevoir pour discuter de cette problématique. Donc la problématique sur la question des bus APIS d'Alstom et qui entraîne voilà, le licenciement de salariés sur le site d'Hagenmitten. Donc, je relais cette invitation à la suite de cette question d'Arnaud. Et peut-être vous poser peut-être une dernière question, puisqu'on s'approche de la conclusion du débat que nous devons arrêter vers 20h. Donc, j'en profite peut-être pour vous amener vers la dernière question qu'on a prévue pour cet entretien. C'est une question assez ouverte finalement qui vous permet aussi de nous présenter peut-être votre idéal européen. Quel est finalement votre vision de l'Europe? Quelle est l'Europe dont vous rêvez? Et puis, à quoi ressemblerait peut-être l'Europe des territoires dont vous avez parlé en introduction, auxquels vous êtes attaché? Voilà, quel est finalement, vous, votre rêve d'européenne? Voilà, je suis désolée de devoir vous quitter à 20h parce que vous aurez compris que c'est vraiment un sujet qui me tient très, très à cœur. Alors, vous savez tous, la construction européenne a reposé sur l'amitié franco-allemande. Et cette amitié constitue un socle inébranlable et intangible parce qu'elle réunit notre pays dans un même destin, celui de cette Europe qui a su apporter la paix, là où ont régné pendant des siècles et des siècles des rivalités, des conflits, voire même des guerres entre les peuples. Et au fil des siècles, eh bien, nos territoires et leurs frontières aussi ont été marqués par de nombreuses tragédies
Et la frontière était souvent rattachée à une image de défiance et à une image de crainte. Et d'ailleurs, cette image de crainte, on l'a un petit peu ressentie également au courant des derniers mois. Et j'espère qu'on va très très vite à nouveau l'oublier. Alors, ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est un message d'espoir et de confiance en l'avenir, et en particulier aux jeunes. Je suis persuadée que nous sommes unis dans une même volonté farouche. C'est celle de forger une Europe toujours plus solidaire, une Europe toujours plus entreprenante et une Europe toujours plus innovante, toujours plus forte et toujours plus proche et plus concrète aux yeux de tous nos concitoyens. Vous savez, je me bats actuellement encore en tant que conseillère d'Alsace pour que ce qu'on a connu pendant la crise sanitaire, et vous savez certainement que j'ai été à l'initiative des premiers transferts de patients vers l'Allemagne et vers la Suisse, et bien que à l'avenir, ça se fasse, j'allais dire, de manière automatique et voilà, sans qu'on soit obligé d'attendre, d'être débordé par la situation. Et je souhaite aussi que ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire, eh bien, nous aide dans le sanitaire au quotidien, dans la gestion du sanitaire au quotidien, qu'on puisse plus facilement passer la frontière pour se faire soigner dans le quotidien. Eh bien, c'est cette Europe plus concrète dont je rêve et que je veux construire avec vous, avec le mouvement européen. Je reprends souvent une parole célèbre de Pierre Pflimlin qui disait « Nous sommes européens », ou plutôt « Je suis européen parce que je suis alsacien ». Alors cela vaut certes pour l'Alsace, mais cela vaut pour tous les territoires de notre région, parce qu'au fond, nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons la même culture, la même histoire, et parfois même la même langue régionale que nos voisins. Alors mon idéal, pour répondre plus précisément à votre question, c'est une Europe qui, ici, dans nos territoires dans lesquels nous vivons, ne relève pas comme ailleurs des affaires étrangères, mais qu'elle relève bel et bien du quotidien, parce qu'elle est vécue chaque jour par chacune et chacun d'entre nous, et cela depuis de nombreuses années déjà. Alors ce qui me guide, c'est de savoir que notre action, projet après projet, permet de rapprocher les concitoyens de nos territoires transfrontaliers et de faire tomber les barrières qui nous séparent. Mon idéal, c'est une Europe dont le cœur bat, manifestement ici en Alsace, ici en Lorraine et ici en Champagne-Ardenne. Je ne souhaite pas que nous laissions l'égoïsme et la haine des autres s'introduire dans notre société. Notre Europe, elle doit rayonner dans le monde afin de ne pas laisser la place aux eurosceptiques, aux nationalistes et aux populistes. Mon idéal, eh bien, il était porté par une femme admirable que j'admire énormément et qui me manque beaucoup, Simone Veil, qui considérait l'Europe comme le plus beau dessin du XXIe siècle. Eh bien oui, mon idéal, c'est une Europe que Konrad Adenauer rêvait de pouvoir constituer un jour en véritable États-Unis de l'Europe. Et puis pour terminer peut-être, mon idéal, c'est une Europe qui restera le berceau de la démocratie et des libertés, une Europe qui sait offrir à ses habitants un cadre adapté à leur épanouissement et au monde un modèle de paix. Alors vraiment, j'étais très heureuse de passer cette soirée avec vous. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. N'hésitez pas à transmettre mes coordonnées à ceux qui les souhaiteraient, notamment pour Alstom. Et bravo et merci au mouvement européen pour cet échange. Eh bien, merci à vous, Brigitte Klinkert, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup pour votre participation à ces entretiens européens du Grand Est. C'était un plaisir partagé. Je rappelle que vous conduisez la liste La force de nos territoires pour cette élection régionale 2021, dont le premier tour aura lieu déjà dès ce dimanche pour les électeurs. Je les encourage à retrouver aussi les différentes vidéos, voilà, des candidats pour qu'ils puissent comparer et eux aussi
voilà, explorer un peu les différentes propositions sur ces enjeux européens et transfrontaliers pour la région Grand Est. Et je voulais encore remercier les sections du mouvement européen dans le Grand Est, les bénévoles qui se sont engagés sur ces entretiens européens pour les préparer et vous proposer ce format qui vous permet de faire votre choix ce dimanche et le dimanche 27 juin pour les élections régionales. Merci encore Brigitte Klinkert et bonne soirée à vous, bonne fin de campagne. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.